everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Vous et nous. Nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour lutter contre Covid-19 avec la distanciation sociale. Dans ce numéro, nous irons en Afrique du Sud voir combien l'art oratoire a une place de choix. Le groupe de renom camerounais ex-Malia a un nouveau son, Belle-Mère. Vous ne voulez vraiment pas rater cette belle chanson vers la fin de cette émission. En France, des livreurs sans papier ont obtenu gain de cause après des semaines de manifestations. Nous lirons vos réponses à la question #vous et nous de cette semaine. Our English teacher, Miss Michelle Joseph, nous revient aujourd'hui dans son segment Anglais Express. Vous avez posé vos questions d'amour à Edwige, a.k.a. la dame du love, notre spécialiste, experte en relations amoureuses et sexothérapeute. Alors elle nous revient pour répondre à toutes vos questions dans ce numéro de Vous et nous. Mais d'abord, Ekia nous amène à New York City. Masque, gel désinfectant et le plus choquant de tout cela, pas de foule. Les musées de New York rouvrent après 6 mois de fermeture et de restrictions strictes. Vous allez voir dans quelles conditions grâce à ce reportage de Nina Vishneva, dont le récit est signé Arzuma Compaoré. 2 heures avant la réouverture du Metropolitan Museum of Art, après environ 6 mois de fermeture, le peintre Stephen Kalizinski, lui, est déjà sur place. L'artiste arrivé d'être le premier visiteur à retourner au musée après le confinement. La première chose que je vais voir, c'est Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc est mon tableau préféré. Alors je vais y aller et je vais jeter un coup d'œil. J'ai le nécessaire pour un croquis dans mon sac à dos. En règle générale, 6 millions de personnes visitent le musée chaque année. Les touristes représentaient environ 40% des visiteurs du musée d'art métropolitain. Aujourd'hui, la file d'attente se compose principalement de New-Yorkais. Pendant la pandémie, je restais de l'autre côté, à l'extérieur, et je regardais à l'intérieur du Sculpture Hall, parce que le Met me manquait tellement. Donc, je suis vraiment heureuse qu'il soit ouvert maintenant. Rien de culturel. Je regardais des films à la maison, tout était à la maison. Donc, je suis vraiment contente d'être dehors et de pouvoir faire quelque chose de différent, quelque chose de normal. Le directeur du Met, Max Hollin, a accueilli les premiers visiteurs post-académiques et leur a proposé de prendre une photo avec eux. Le musée avait de grands projets pour célébrer son 150e anniversaire en 2020, mais Hollin dit que son objectif a changé. Pour le moment, je dirais que nous ne voulons pas célébrer. Je pense que nous voulons fournir nos services, en particulier aux New-Yorkais, et nous voulons faire partie de New York pour revenir au niveau de normalité et créer l'environnement que les New-Yorkais aiment et attendent. Le musée a perdu environ 150 millions de dollars depuis la mi-mars et a licencié environ 20% de son personnel. Les responsables disent qu'ils espèrent revenir à la normale à mesure que les revenus augmenteront à nouveau. En attendant, le public doit désormais visiter le musée sur rendez-vous, se laisser prendre la température et porter des masques. Les invités ont visité une nouvelle exposition intitulée Making the Met, un voyage à travers 150 ans d'histoire du musée avec plus de 250 œuvres d'art exposées. J'ai suivi les règles, je ne suis jamais sorti, je suis resté à la maison, j'ai nettoyé ma maison, je me suis occupé de toutes mes affaires et c'est maintenant l'ouverture de la vie telle que je la connaissais. Les restaurateurs locaux retournent également au travail. Sans le Met, pour certains, il n'y a pas de travail. Nous ne nous attendions pas à ce que tout s'arrête, vous voyez ce que je veux dire. Nous avons essayé d'ouvrir quelques fois et après cela. Et il n'y avait absolument personne ici. C'est une destination et si la destination est fermée, alors... Ce fut 5 longs mois et aucun travail, vous savez. Les banderoles en noir et blanc à l'entrée du musée sont réalisées par Yoko Ono et se lisent « Dream Together », rêver ensemble. Un reflet de la puissance de l'art. On remarque dans plusieurs pays que le déconfinement s'opère graduellement, mais certaines autorités sanitaires craignent une nouvelle vague
avec l'ouverture des magasins et autres endroits publics. Donc un conseil, continuez à faire attention et à observer les mesures de prévention pour éviter cette maladie. Voilà. En parlant toujours de la pandémie de Covid-19, qui a aussi suscité un nouvel engouement autour du conte et de la tradition orale africaine. Pour occuper les enfants pendant le confinement, le musée Play Africa, basé en Afrique du Sud, a mis en ligne son projet African Storytelling, qui initie les enfants aux contes africains. Plus de détails dans ce reportage de Marizé de Klerk à Johannesburg. Le récit est de Mamadou Omfa. Suivons. Le conteur professionnel Tembile Chouma a décidé de porter la tradition orale africaine sur Internet. Si au départ, son projet était de se produire devant des jeunes au musée des enfants Play Africa de Johannesburg, les mesures de confinement imposées par la pandémie de Covid-19 l'ont convaincu de toucher son public en ayant recours aux réseaux sociaux grâce à sa caméra et aux ordinateurs. Maintenant, j'ai plus de 3000 personnes qui me suivent sur ma page. C'est en fait le même engouement virtuel autour des autres conteurs et sur la page du musée Play Africa. À Soweto, Pamela Seloane organise des séances de visionnage dans une librairie locale. Certains enfants n'ont pas la possibilité de regarder, même sur leur téléphone. Ils n'y ont pas accès. Alors je me suis demandé pourquoi ne pas les inviter à regarder avec moi. J'ai voulu par la suite que, loin d'être occasionnelle, cette approche devienne virale. Pour les conteurs, le musée des enfants Play Africa et son organisation partenaire, Acitege SA, c'était un vrai défi d'adapter leur activité aux réalités des nouvelles technologies, notamment faire du conte africain sur Facebook Live. Leur cible dépasse désormais le cadre sud-africain. Nous avons commencé à voir des gens du Kenya et d'ailleurs en Afrique se connecter. Nous voyons souvent les internautes d'Europe, du Royaume-Uni et même d'Australie regarder nos lives. Dopé par l'intérêt croissant de leurs œuvres parmi les internautes d'Afrique et d'ailleurs, le musée pour enfants Play Africa et son partenaire Acitege SA travaillent déjà à l'élaboration de contenus éducatifs complémentaires. Ils comptent populariser encore plus leur compte. Une pensée pour tous les griots qui nous regardent, une pensée aussi pour ceux qui ont découvert aujourd'hui que cet art oratoire marche également en Afrique anglophone. Comme quoi, suivre vous et nous, ça a du bon. Direction à présent la France pour parler d'une histoire qui a fait grand bruit il y a quelques semaines. 6 semaines de grève pour des employés de l'entreprise Fritchi, pour des livreurs bien souvent venus d'Afrique qui veulent mener à bout un combat et ils ont obtenu en partie gain de cause car certains d'entre eux auront la nationalité française s'ils décrochent au bout de 2 ans maximum un contrat en CDI. Vous verrez, ce n'est pas chose aisée. Nous avons plus de précisions avec Elam Lecoeur, notre correspondante à Paris. Ibrahim Abdelkader Traoré fait partie de ces livreurs à vélo récemment régularisés pour 2 ans. Il travaille 7 jours sur 7 et enchaîne parfois 9 heures de livraison sur son 2 roues. En décembre dernier, Ibrahim réalise un record, 1575 km parcourus en un mois pour livrer de la nourriture sur son vélo, ce qui lui a valu son surnom, la machine. J'étais obligé d'être parmi les meilleurs, c'est ça qui a fait que je suis devenu la machine. Là, je bosse, quand je bosse parce que je ne m'arrête pas, je suis fatigué, je sens que ça ne va pas. Comme chez nous, voilà, chez nous, dans la mer, on nous dit toujours, quand tout le monde est fatigué, c'est là, un autre souffle encore s'élève pour nous, quoi. C'est là, on a encore la force. Pourtant, ce père de famille ne savait pas faire de vélo avant son arrivée en France en 2018. Sans titre de séjour ni permis de travail, cet Ivoirien d'une trentaine d'années emprunte alors des comptes pour travailler comme livreur sur les plateformes. Il place son devoir de satisfaction des clients au-dessus de tout, un travail prenant qui lui permet de ne pas penser à ses proches restés en Côte d'Ivoire. Cette situation, c'est vrai, c'est moi-même qui l'ai cherché parce que c'est un risque que j'ai pris. Mais je le savais déjà quand j'ai quitté là-bas, je savais qu'il arrivait ici sans ma fille. Puis ma famille, j'allais souffrir. Sincèrement, j'allais souffrir. Donc je m'attendais déjà à ça. Mais la manière que j'ai été accueilli ici, c'est ce qui m'a un peu bouleversé. Vous voyez,
Donc ça a essayé de encore approfondir mes regrets. Parce que je me suis dit comme ça, même si j'avais rien, j'étais rien au pays, j'avais l'amour déjà. Dans la vie, dans tout ce que tu fais, il faut toujours se battre, c'est tout. C'est ce que je veux montrer aux gens. Il faut être toujours courageux, c'est pas quelqu'un qui va se battre pour toi. Un combat que mènent encore les 100 coursiers de Frichti qui n'ont pas eu la chance d'être régularisés comme Ibrahim. Laissés sur le carreau, ces travailleurs sans papier continuent de manifester pour faire valoir leurs droits. À leur côté, le comité syndical de la CGT qui dénonce des situations précaires dans de nombreux domaines. Alors on sait très bien que c'est très difficile de se réinsérer quand on est sans papier, mais la réalité aussi, c'est que nous, on la connaît bien en tant que syndicat, c'est que surtout un grand nombre d'emplois aujourd'hui, notamment les plus difficiles, les plus précaires, les plus pénibles, sont aujourd'hui occupés par les travailleurs sans papier dans ce pays, comme dans un grand nombre de pays occidentaux. Et donc c'est tous les métiers d'ailleurs qui ont été fortement exposés pendant la crise du Covid. Et nous, syndicalement, notre responsabilité, c'est de dire qu'il faut que ces travailleurs puissent avoir les mêmes droits que les travailleurs avec des titres de séjour dans ce pays. Contrairement au statut de salarié, le statut d'auto-entrepreneur en France ne donne pas droit à un titre de séjour, même si le travail est réel, continu et prouvé. La régularisation d'une centaine de travailleurs indépendants de Frichti est donc une première. Mais attention, il n'est toujours pas question, côté gouvernement, d'offrir cette option à tous les auto-entrepreneurs sans papier par peur de créer un appel d'air. Elam Lecoeur pour VOA Afrique, Paris. Merci à Elam Lecoeur pour ce beau reportage. Nous restons dans ce même thème pour la question hashtag vous et nous de cette semaine. La question que nous vous avons posée sur les réseaux sociaux. Quels sont vos conseils pour vivre décemment lorsque on est sans papier? Et vous êtes nombreux comme d'habitude à répondre à cette question-là. Voici certaines de vos réponses. On commence à Kinshasa où Alphonse Mboua qui nous écrit: éviter de s'enfermer passivement dans des maisons des amis ou des familles pendant qu'on attend d'avoir ses papiers. Sinon, la dépendance prolongée finira par fatiguer vos soutiens altruistes. Freeman Umrani à Lubumbashi en RDC, en réalité, ce n'est pas le papier qui nous manque, mais c'est le manque d'initiative et de créativité. Lasgasek, Dakar, Sénégal, nous dit « C'est avoir le courage de retourner vivre décemment dans son pays d'origine, car être un sans-papier à Babylone, c'est vivre une situation infra-humaine, pour dire une situation difficile. » C'est déjà le moment de prendre une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. N'allez nulle part ailleurs. À tout de suite. Vous et nous, part 2. Comme d'habitude, vous avez très bien compris, il est temps d'apprendre l'anglais. Et l'anglais, c'est chaque semaine avec Michel Joseph dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Dans cette leçon, nous allons apprendre les nuances entre ce qu'on est supposé faire ou ce que les gens s'attendent à ce que l'on fasse, ainsi que ce que l'on doit faire, sous-entendu ce qu'il faut absolument qu'on fasse. Ou bien ce que l'on devrait faire. Vous êtes confus? Dans ce dernier cas, on a un choix. Il nous revient de choisir de faire ou de ne pas faire. To be supposed to.
Expected to do. On s'attend à ce que cela soit fait. On est supposé faire quelque chose. On est censé la faire. Par exemple, students are supposed to study and prepare their lessons. Les étudiants sont censés étudier et préparer leurs leçons. Un autre exemple, the bus driver is supposed to be on time. Le conducteur d'autobus est censé arriver à l'heure. Autre expression, have to have to. You must do something. On doit faire quelque chose. Il faut absolument qu'on la fasse. I have to catch the bus to get to work. Je dois prendre le bus pour me rendre au travail. I have to pay the rent to stay in my apartment. Je dois payer mon loyer pour garder mon appartement. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Comme vous le savez déjà, si vous ne le savez pas, vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. Plus d'une semaine après la prestation, les internautes continuent d'en parler. Je parle du battle entre deux grandes voix R&B américaines. Il s'agit de Brandy et Monica. Pour ceux qui ont moins de 30 ans, vous ne les connaissez peut-être pas, mais elles avaient fait un carton en 1998 avec le titre The Boy Is Mine. Alors des millions de personnes ont assisté à ce battle, notamment des personnalités parmi les anonymes, dont Madame Michelle Obama. Si vous ne connaissez pas, une seule chose à faire, allez sur la toile pour découvrir ces deux grandes artistes, Brandy et Monica. Toujours actualité dédiée aux arts du monde arabe, le festival arabesque fêtera ses 15 ans du 8 au 20 septembre à Montpellier en accueillant, malgré la crise sanitaire, la diva tunisienne Dorsaf Hamdani, l'Orchestre national de Barbès, ou encore un grand bal Raï. Ah oui, ça sera très très fort. L'équipe a notamment mis en place une programmation en plein air dans une pinède transformée pour l'occasion en Médina, vieille ville, quand même bien le dire. Mais c'est dans le prestigieux cadre de l'Opéra Comédie de Montpellier, oui, que le festival débutera avec la chanteuse tunisienne Dorsaf Hamdani. Et le dernier soir, ça sera l'Orchestre national de Barbès qui fêtera ses 25 ans sur scène en présentant son nouvel album, un album que j'aimerais vraiment avoir. En République démocratique du Congo, comme dans de nombreux autres pays africains, la communauté LGBT est obligée de vivre dans la discrétion, sous peine d'être pointée du doigt, d'être accusée de sorcellerie, d'être moquée, dans certains pays même d'être emprisonnée, voire même tuée. Face à ce vide juridique, à Goma, dans l'est du pays, une association de théologiens et de défenseurs de droits de l'homme a décidé d'apporter un réconfort moral et spirituel à cette communauté. Suivez ce reportage de Charlie Kasereka. Être homosexuel et assumer son orientation sexuelle est actuellement difficile dans les contextes congolais. Mais Sylvain, Vénévent, né d'une famille nombreuse et veut briser les mythes, même s'il doit user de la discrétion à certains moments. J'ai découvert que je suis gay au moins à l'âge de 9 ans. Là, je me connaissais déjà. Certains de ma famille qui me disaient que non, et pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu es comme ça. J'étais juste obligé de leur dire que non, je suis gay. Ça fait quoi? Je suis gay. On ne sait pas si la loi est d'accord ou si la loi accepte, si ça n'accepte pas. Je me dis que non. Pour garder ma dignité et être loin des dangers, je ne dois pas m'afficher n'importe comment. Pointés du doigt par la société, taxés des malades mentaux ou encore sorciers, d'autres sont chassés de leur famille. Bernard Sengiouva à la cinquantaine est gay et l'assume aussi malgré l'agressivité et la discrimination vécue. Nous sommes des personnes vulnérables. On nous pointe du doigt, et on nous accuse d'être des sorciers. Et quelque part, et d'autre part, ils disent que nous sommes les porte-malheurs de tout ce qui arrive dans le monde. Redonner confiance et apprendre l'entrepreneuriat, c'est la vocation que s'est donnée l'association des théologiens et panafricanistes du groupe Petit Fan, basé aux États-Unis, dirigé par Bishop Tolton. Ici à Goma, c'est souvent par vidéoconférence que les enseignements sont donnés et les séances sont souvent organisées dans la clandestinité.
La communauté LGBT, les gays, les lesbiennes sont marginalisés d'abord. Premièrement, dans leur famille, ils sont mal vus, ils ne sont pas vraiment bien pris. Et puis, deuxièmement, dans les églises, ils sont marginalisés, ils sont excommuniés et chassés. Et dans le travail, ils ne sont pas acceptés. Alors, nous avons jugé bon de les encadrer spirituellement. D'abord, leur donner la place dans l'église, l'espace là où ils peuvent prier. Et aussi, dans la société, nous essayons un peu de voir comment faire l'entrepreneuriat. Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et les transgenres ne sont pas spécifiquement criminalisées en République démocratique du Congo et la loi est muette sur cette question, mais les tabous et les préjugés mettent mal à l'aise cette communauté. Face au danger d'une stigmatisation quotidienne, la communauté LGBT reste dans l'anonymat et cachée, mais les vides juridiques à la matière laissent place à toutes sortes d'interprétations, y compris les plus restrictives, avec une sorte d'agressivité envers les personnes LGBT en RDC. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a fait remarquer il y a quelques années que plus de 80 pays dans le monde sanctionnaient les relations sexuelles consensuelles entre personnes du même sexe, dont 7 pays de la peine capitale. La criminalisation de l'homosexualité est l'une des causes profondes des violations graves et généralisées des droits de l'homme sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Et voilà, c'est maintenant le moment d'inviter celle que nous appelons affectueusement la dame du love, Edwige Assamoir, pour la rubrique À vous amour. Salut Edwige. Salut à tout le monde. Toujours un grand plaisir de vous avoir, Edwige. Toujours un grand plaisir. Edwige, Kevin Chibassou, on commence avec sa question. Lubumbashi nous dit: la jalousie, signe d'amour ou un acte de non-confiance? Est-il possible d'aimer à distance, surtout si on ne s'est jamais vu? Alors, j'aime à rappeler quelques petites définitions. La jalousie, c'est le synonyme de l'envie. Envie, c'est convoiter le bien d'autrui. Donc, oui, c'est un signe de non-confiance. Et cela est dû parce que la plupart du temps, on n'a pas une estime de soi très positive et on va regarder, on va se comparer avec autrui alors qu'on devrait se comparer avec soi-même par rapport à sa propre évolution. Donc, j'invite à cette personne d'avoir des grandes ambitions pour lui-même, des grandes ambitions pour la famille qu'il veut fonder. Ainsi, il aura très peu de jalousie, il aura plus confiance en lui et il avancera beaucoup plus. J'ai comme l'impression que cette question revient souvent. En ce qui concerne la distance, parce que pour pas oublier, la distance, comme j'aime à dire, c'est pas un problème, c'est pas un frein à la relation, c'est justement, ça va permettre de se connaître, de développer ce moment de séduction, de prendre le temps avec la personne, de voir si la personne nous convient aussi, d'échanger des valeurs. La distance, c'est vraiment un garant de fondation d'une relation durable. Alors, la deuxième question, Ali Bo à Ouagadougou, Burkina Faso. Quand une fille aime un garçon et elle ne veut pas le draguer, comment le garçon peut savoir que la fille l'aime? Comment se comporter envers le garçon? Moi, j'aime à dire qu'en Afrique, l'une de notre base d'éducation, et je trouve que c'est la chose la plus positive, c'est l'observation et l'imitation. C'est-à-dire qu'on a cette capacité d'observation, de lecture du corps, et il faudrait qu'il fasse fi de son instinct. S'il pose la question, c'est qu'il y a moyen qu'elle soit amoureuse de lui. Donc, qu'il arrête de se poser des questions et qu'il fonce et qu'il demande. Alors, Eliezer Kabangou, Mbujima et RDC, pourquoi les femmes âgées, au début de la quarantaine en général, aiment beaucoup de rapports sexuels? Que faire pour éviter une grossesse non désirée? Je dirais que c'est un peu dans la logique des choses. À partir de 45 ans, la femme se connaît un peu plus, elle connaît son corps un peu plus, elle connaît aussi ce qui lui fait plaisir, ce qui lui déplaît. Et donc, à partir de là, comme j'aime à dire, quand c'est bon, on y revient. Donc, à partir du moment où elle se connaît et qu'elle sait se prendre du plaisir, elle va favoriser la qualité à la quantité. Donc, messieurs, quand vous êtes avec des femmes de 45 ans, évitez-nous de faire des performances sexuelles. Ce qu'on veut, c'est de la qualité, quoi. Ça, c'est profond, la qualité.
Merci infiniment, Edwige. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Revenez encore une fois le mois prochain. On a toujours besoin de vous et les questions sont nombreuses. Merci Edwige, la dame du love. Voilà, toute autre chose, d'après les artistes musiciens camerounais du groupe ex-Malaya, la belle-mère est une personne controversée. Ouais, parfois elle est sympathique, parfois elle est détestable. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire dans la chanson qu'on va suivre dans un instant. Elle oublie, la belle-mère, elle oublie qu'elle a aussi été une belle fille. Ex-Malaya nous chante Belle-mère. On finit avec ça. Belle maman, belle-mère, ignori, ekoro. Waidea belle maman, anyambe wemengo, binge kimano wo bandeglenya. Yehova wemengo, binge lini limbu maman. Elle ne m'avait jamais vu, elle a décidé que je suis bandit. Ne m'a jamais entendu, elle a décidé que je suis menteur. Ça fait bouger. Hein. Et voilà, c'était une très belle chanson réalisée par Mr. Check Sky Star. Voilà, merci déjà au groupe ex-Malaya pour ce beau son qu'ils nous ont envoyé. Si vous avez aussi vos sons que vous voulez nous envoyer pour qu'on puisse jouer dans Vous et Nous, n'hésitez surtout pas de me les envoyer à mon adresse email rmuntu@voanews.com. Encore une fois, c'est rmuntu@voanews.com. Merci à toute l'équipe de Vous et Nous, à Jean-Louis, à Salois, à Gabi. Merci pour tout ce qu'ils font pour cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, partout dans le monde. Et comme d'habitude, on s'est dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Oh Seigneur, désormais je ne t'appelle plus Dieu. Pardonne-moi, mais désormais je t'appelle Frankenstein. Quelle inspiration d'avoir créé le monstre qu'est la belle maman. Quelle inspiration d'avoir créé le monstre qu'est la belle maman. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.